Bonjour, bienvenue. Du rire dans les oreilles, de l'ail dans le cœur. Vous écoutez iPod, le parfait mélange de connaissances et de bonne humeur. Bonjour et bienvenue à tous dans ce 47e épisode d'iPod. Avec moi aujourd'hui, il fait semblant de me doubler, c'est Dorian. Bonjour à tous. Et Alex. Coucou. Ok, Coucou. C'est nul. c'était nul. Vous allez bien vous en ce moment? Oui, ça va bien et toi? Moi ça va pas top. Oh. Non, c'est vrai. Encore En nous, fait, il va encore nous parler de ses problèmes. Oui. Non mais j'ai une vraie anecdote qui m'est arrivée pas plus tard que ce matin au réveil. J'ai jamais vécu ça, c'est la première fois de ma life. T'as le Je me suis cancer. réveillé et... Une panne sexuelle. Non, parce que ma copine n'est pas là, elle est en voyage. Je me suis réveillé et tout tournait en fait. Tout, tu sais, comme si t'es... Ah, j'ai peu déjà comme connu si ça, t'es- c'est l'alcool. Oui, mais non, justement. Ou alors il y a un truc qui a fermenté dans mon estomac, je sais pas. Mais, Ah, c'est possible, hein? mais je T'as sais mangé pas. quoi? Moule marinière? Non, hier j'ai mangé un truc un peu suisse. Pommes de terre, œufs et fromage. Un truc bien léger, quoi. Bien pour le soir, quoi. Et non, ouais, mais ce matin, en fait, je me suis réveillé et il y avait tout qui tournait donc vers la droite. Je sais pas si ça a une Oula. importance. Et en fait, Probablement. dès que je me mettais un peu au calme, ça allait mieux. Mais vraiment, au réveil, ça tournait. Au réveil, ça tournait. Et puis moi, quand je me réveille, en général, j'ai méga envie de pisser. Donc je prends mon courage à deux mains. Je suis allé jusqu'aux toilettes. Je marchais clairement pas droit, mais vraiment comme si j'étais beurré. Non, mais j'avais l'oreille interne en vrac. Je sais pas ce qui s'est passé. Et après, je suis retourné au lit parce que voilà, ça allait pas. Et puis, je me calme un peu. Je mets genre une vidéo sur mon téléphone. Je pose sur le matelas. Je ferme un peu les yeux. J'essaie de me calmer, quoi. Et puis, je reste comme ça, je sais pas, peut-être 3/4 d'heure, 1 heure. Et puis, moi, le matin, après, il faut que j'aille vider le gros côlon, quoi. C'est classe. Ah, bah, tu voulais dire quoi? Faut que j'aille chier! Après le dragon, le colon, Voilà. normal. Non, mais Non, voilà. t'aurais pu dire... le- La grotte à dragon. je sais pas... voilà le moment du de faire la labourage. grosse commission. Oui, voilà. Moi, je me dis vider le gros côlon. Je trouve que c'est pas genre juste, il faut que j'aille chier. Ah, sinon, j'ai une technique. Je dis, il faut que j'aille couper du bois. Ouais, c'est pas mal. Oui, c'était parti de chier, scier. Scier, c'est couper du bois. Du coup, j'ai envie de couper du bois. Voilà. Et donc, oui, il fallait que j'y aille. Et donc, je me relève tranquillement. Je m'assieds au bord du lit. Et là, ça reprend Oui, de c'est plus belle. Et du coup, j'ai dû attendre. Enfin, vraiment. Et puis là, j'étais genre hyper nauséeux. C'est à force de tourner. C'était pas bien, quoi. Ouais. Et pendant un moment, je me suis dit, putain, faut. En fait, j'étais à un moment, c'est un endroit un peu de bascule où je me disais, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je vais vomir, est-ce que je vais pas vomir. Vraiment, j'étais pas bien. Puis ça s'est recalmé, j'ai attendu encore. Puis quand c'était vraiment calme, j'ai pu y aller. Et en fait, je me suis réveillé vers 7h, 7h30 du matin. Et genre, ça s'est calmé à 11h30. Où j'ai pu à peu près marcher. J'avais encore un peu des vertiges, mais j'ai pu marcher à peu près correctement, quoi. D'accord. Donc et c'est la première fois, je sais pas pourquoi, j'ai pas de raison particulière. C'est l'âge. Peut-être, mais c'est pas rassurant. Non, je sais que parfois, quand tu te lèves un peu vite, tu sais, tu peux avoir une perte d'équilibre ou autre parce que justement, tu t'es levé trop vite. Ouais. Et donc, tu peux avoir cette sensation où justement, ton corps, il a pas encore eu le temps de sortir totalement de son sommeil. Et donc, Ah mais là c'était pas ça, j'étais encore couché et ça continuait à tourner. Tourner dans Ouais, le ouais. vide. Et Mais ouais, j'étais bah, vraiment, j'ouvrais les yeux sans bouger dans mon lit, tu vois, j'étais dans mon lit, j'ouvre les yeux et ça tournait. Bref. peut-être que dans la nuit, tu sais, t'avais une position à la con qui a fait qu'au réveil, je sais pas, il y a eu un truc, quoi. Tu sais, il suffit d'avoir la tête tordue toute la nuit, puis tu te remets bien. Et puis, Ouais, un mais truc non, qui pas dégénère, autant de quoi. temps. Là, on dirait plutôt une intoxication, une maladie. Ah j'ai pensé, je me Ouais. suis demandé si un truc mal digéré ça pouvait faire ça. Ou je sais pas trop. Normalement, Bah, ça c'est le fromage couche. suisse, hein, tu vois, c'est le fromage suisse, il est pas bon. Faut reprendre du fromage Bah français, écoute, c'est- j'en ai c'est- remangé tout à l'heure le même fromage qu'hier et j'ai pas été malade. Je sais pas ce que c'est. C'était les œufs. Ça peut-être.
Vous savez, il y a aussi la dernière fois, je vous avais parlé d'un film sur lequel j'étais tombé avec Jeff Panaclock à la poursuite de Jean-Marc. Mhm. Du coup, je l'ai vu. Ah, C'est pas Mais c'est génial. catastrophique. Non. c'est pas si mal. Bon, ouais, voilà. En fait, je pense que je m'attendais à vraiment une grosse merde. Et du coup, tu sais, comme j'avais une attente très basse, finalement, ça. L'intrigue était pas mal, quoi. Ça casse pas trois pattes à un canard en vrai, hein, mais. Non, en fait, tu sais toujours où ça va. C'est sans surprise. C'est un divertissement, quoi. Faut pas Mais c'est marrant. s'attendre à. Ouais, j'ai rigolé 2-3 fois. Ouais. C'est Mais un non, film mais c'est pour un pas. film, Non, quoi. franchement. En fait, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que j'ai l'impression que Jeff Panaclock, c'est un bon comédien sur scène, surtout son personnage de Jean-Marc. Mais en fait, au cinéma, ça marche pas trop, quoi. Je vous déconseille pas de le voir, mais je vous conseille pas non plus. Donc, écoutez, si vous avez 1h30, plutôt que de regarder Jeff Panaclock à la poursuite de Jean-Marc, je vais vous conseiller un autre film, parce que là, vraiment, c'était top. Est-ce que vous avez déjà vu Adieu les cons Oui. de Non, Albert je dis oui. Dupontel? Je dis non. Là, Moi, j'ai je jamais l'ai vu, vu dans non. Memorizer, tu l'as mis. Oui, c'est trop bien. Euh, C'est trop bien. C'est un film Mais de toute sorti en façon, 2020. Du Le Pontel, c'est 21 trop octobre bien. 2020. Pardon? Dupontel, c'est toujours très bien. Ouais, Dupontel, c'est toujours top. Donc c'est sorti le 21 octobre 2020, pas qui c'est. une très bonne date pour sortir un Mhm. film. Je dis pas ça parce que voilà. Et donc dedans, il y a Albert Dupontel qui, comme souvent, joue dans ses propres films. Il y a Virginie Efira. Il y a Nicolas Marié qui joue aussi d'ailleurs dans Jeff Panaclock. Et il y a Jackie Berroyer qui est Dans le trop film. bien. Dans le film de Jeff Panaclock. Oui, qui est aussi dans. Ouais, parce Oui. que Jeff Panaclock n'a pas sa main dans le cul de Nicolas Marié et il fait bonjour, c'est Nicolas Marié. Salut Jean-Marc. Salut truc. Et il y a aussi Jackie Berroyer qui est un super acteur. Moi, notamment, je l'ai connu en tant que le père de Perceval dans Kaamelott. Et, oui. et il est trop bien. Et c'est quand même. Et il y a aussi Ah, des c'est petits chouette, ça. caméos de Grégoire Ludig et David Marseille du Palmachot. Et il y a Ken Kojandi aussi qui fait un petit caméo. Ils apparaissent tous les deux, genre 30 secondes à l'écran, le temps de dire 2-3 répliques. D'accord. Et c'est quand même un film qui a eu 6 Césars, dont genre meilleur film, meilleure réalisation, meilleure photo, meilleur scénario, meilleur second rôle et meilleur décor. Donc, mais quand même un peu les 4 meilleurs. Il n'y a pas eu le premier rôle, mais il y avait quand même 4 gros Césars dans la liste, quoi. Donc, enfin, c'est vraiment un super film. Moi, j'ai pas honte de le dire, hein, j'ai chialé. Oh. J'ai chialé. Ah oui, non, D'accord. mais moi c'est. Oh, c'est bon. petite nature. Oh, oh. Oh, non, bah non. Bah, ça m'a Dès que c'est un touché, peu quoi. trop Ça m'a émouvant, ému, c'est pack. tout. Donc je vous conseille vraiment Adieu les cons. Je l'ai pas regardé parce qu'il était césarisé 6 fois, parce que je l'ai découvert après. Je suis juste tombé là-dessus. Je crois que je suis tombé sur un podcast qui en parlait. Et puis je me suis dit, oh tiens, pourquoi pas, Dupontel, j'aime bien, je vais regarder. Je suis passé à côté. Et puis, super bonne surprise, c'est vraiment trop bien. Je vous le pitch vite fait. C'est donc Virginie Efira qui découvre qu'elle a une grave maladie. Et qui, du coup, avant de mourir, en fait, elle est condamnée. Et du coup, elle va avoir envie de retrouver quelqu'un. Et elle se retrouve embarquée avec Albert Dupontel, qui lui est en cavale, dans une aventure qui est assez chouette. C'est sais vraiment pas. cool. Tu l'avais vu Bernie ou pas? Oui, je l'ai vu, Oh. Bernie. Ouais. J'avais vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je regarde? C'est pas possible. Et j'avais vu aussi le film où Je connais il pas. représente le cancer de Thierry Lhermitte. Je sais plus comment il s'appelle. Ah Donc, non, en fait, ça, je Thierry connais pas. Lhermitte a un cancer et puis il y a donc il y a Dupontel qui débarque dans sa vie et en fait c'est une incarnation de son cancer. D'accord, ok. Mais c'est bien? D'accord. C'était pas mal, ouais, mais vraiment je trouve que Adieu les cons est au-dessus, quoi. Il y a Au revoir là-haut aussi qui est pas mal du Pontel Ah, j'ai avec pas vu. J'ai pas tout vu encore. Laurent Lafitte. Ok, C'est pas comme ça? si, je crois. Bah, celui qui a été de la comédie française là, Lafitte, qui a joué dedans et c'est vraiment un super film, c'est super beau et c'est super bien filmé. C'est celui qui a. Bah, moi j'ai découvert Dupontel, c'est dur à dire, hein, mais j'ai découvert Dupontel là-dessus, sur ce film-là. Et c'est une tuerie. Le film il est trop bien, c'est une histoire de masque et tout. D'accord. C'est après la Seconde Guerre mondiale, en fait, il y a un mec qui est gueule cassée et qui, du coup, pour se cacher des gens, et ben il va créer des masques et il y a toute une histoire, une intrigue autour de ça. Tu dis que ça s'appelle comment? Au revoir là-haut. Au revoir là-haut. Ok. Ouais.
D'accord. À noter. À noter pour regarder. Ok, Sur ok. Memorizer. Memorize. En Memorizer. Deux petits derniers trucs. Vous savez, je vous ai partagé il y a pas longtemps là, avec un comédien valaisan. On a fait une vidéo, une première Malaisan. vidéo ensemble. Valaisan, oui, du Valais. C'est le canton dans lequel j'habite en ce moment. Non, mais je sais, mais. Et, Oh, c'était une blague. Oui, oui. Mais C'était une il fait super semblant blague. de faire la gueule, il est relou. C'était une super blague. Non, ça faisait souffler du nez, c'est tout. Et du coup, on a fait une première Il vidéo fait ensemble une- sur le harcèlement parce qu'en fait, là où je vais me balader régulièrement au-dessus de chez moi, il y a une passerelle himalayenne et en septembre 2023, il y a une jeune fille de 22 ans qui s'est jetée de la passerelle. Donc il y a 130 mètres de vide en dessous, puis en bas, tu arrives dans un torrent avec des rochers. Ça doit Parce faire qu'en fait, mal. elle se faisait harceler au travail, elle se faisait harceler par message sur les réseaux sociaux, elle se faisait harceler jusque devant chez elle par une meuf avec sa bande, quoi. Et du coup, elle a fini par pas supporter et elle s'est jetée. Donc, on a fait une vidéo là-dessus qui a dépassé les 100 000 vues. Donc, pour moi, c'est une première. Bien Pour joué. une première vidéo, c'est plutôt cool. Et puis, on a eu des bons retours de la famille qui ont été vraiment très contents. Le père, la tante, la mère, tout. Enfin, tout le monde était hyper enthousiaste. On a fait une scène un peu trash où j'ai imaginé filmer la chute. Donc, j'ai pris une GoPro que j'ai attachée à une canne à pêche et puis je l'ai lâchée dans le vide et ça a plutôt bien marché. Donc c'était assez cool. Et puis aussi l'autre jour j'étais en train d'attendre, je fais toujours mes livraisons de colis et j'étais en train d'attendre le train à Martigny pour poser les colis dans le train. Et puis il y a un taxi qui était là à côté parce que les quais ils sont vraiment à côté de la rue. Et il y a un taxi qui attendait des passants qui sortant du train qui auraient besoin de se faire transporter. Et on discute un peu et il me dit un jour j'ai dû emmener des gens depuis ici jusqu'à Paris. Ça fait Et loin, hein. Oui, ça fait loin. Et du coup, question légitime, je lui dis du coup, t'as touché combien pour ça? Entre 4000 et 5000 balles. Bah ouais, Mhm. ouais. Bah ouais. Ce qui représente entre 4000 et 5000 euros. C'est comme si vous touchiez, allez, si on fait le rapport avec la vie, le coût de la vie, peut-être 3000 euros, quoi. Le mec, il a touché C'est l'équivalent de c'est 3000 énorme. euros pour Ouais, faire un c'est aller-retour un le salaire Valais pour un Paris. aller-retour. Donc voilà, Ça devait c'était pas, une petite ça devait pas anecdote. être des gens qui étaient en banque, moi je te le dis, hein. Mais je sais pas, c'était peut-être une histoire d'assurance parce qu'il m'a parlé d'assurance, mais lui il a touché quand même 4000, mafia. La mafia. entre 4000 et Bah, 500 francs. Entre 4000 et t'as 5000 francs. T'as dans certains cas, oui, t'as des assurances qui te fournissent le taxi pour te rendre d'un endroit à un autre, sauf que normalement ils regardent la distance, quoi. Là, je pense qu'il y a peut-être de l'urgence. Ouais, je sais pas. Ouais, il y a peut-être de l'urgence, il fallait l'envoyer plus vite. Bon, le taxi, ça reste le truc le plus viable. C'est tout. Remarque, c'est toujours mieux que d'aller envoyer deux vis à un client par hélico, quoi. Ouais. J'étais allé chez des clients qui étaient dans l'automobile, donc ils faisaient des pièces pour l'automobile. Et le gars, il m'a raconté un truc de fou. Il m'a dit, en fait, parfois, c'est tellement tendu quand on a des pannes sur les machines et des trucs comme ça. C'est moins cher Donc, de ils faire envoient- un hélico. Non, eux, ils envoyaient des taxi-colis. Donc, ils envoient des voitures qui vont... Eux, ils étaient dans le sud-ouest et l'usine, elle était dans l'est de la France. Donc, il fallait vraiment, littéralement, que le taxi-colis traverse la France. Et il disait, en fait, des fois, on prend un taxi-colis, on pose les pièces dedans, on continue à produire, on reprend un deuxième taxi-colis, on pose les pièces dedans, et il dit, ça arrive que parfois, les taxi-colis se doublent sur l'autoroute. Genre, il y en a un qui s'arrête, prendre une pause, en fait, celui qui est parti après, il arrive avant. Ah oui. Et les mecs, ils envoient, il a dit, ça arrive, on envoie 30 taxi-colis Ah la pour vache, livrer le ça doit client. coûter une non, mais fortune. c'est taré complet. L'automobile, ils sont fous. Alors moi aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient tant à cœur. Non, en fait pas tant que ça. Tentacule Dans ton cul. Non, pas forcément. C'était un sujet que j'avais beaucoup étant ado. Et maintenant que j'ai grandi, que je suis plus adulte, on va dire que ça me dépasse un peu plus. Parce que je m'y intéresse moins, mais c'est un truc que je me suis beaucoup intéressé. Je vais vous parler d'e-sport. De quoi? Excuse-moi. La prostitution. Quand t'étais ado, Ouais, c'est vrai. Need for Speed Underground 2 représente. Alors non, je vais vous parler ok. du sport électronique. Mais t'en as pratiqué, toi? Non. Ok.
Mais tu C'était suivais vraiment enfin, affligeant. Oui. J'ai beaucoup suivi les débuts, surtout sur un jeu en particulier. Oui, dis-moi. Non, c'était ça, vas-y, continue. J'ai beaucoup suivi les débuts sur un jeu en particulier qui est à l'heure actuelle en 2024 le plus gros jeu d'e-sport qui s'est diversifié et qui en fait a pris autant de parts globales. C'est League of Legends. Et c'est pas Counter-Strike. Ok. Ah non, je pensais pas à Counter-Strike, je pensais à... Fortnite, Call oui, of. voilà. Fortnite. Alors, je vais pas faire une analyse que sur League of Legends parce que mon but c'est pas que de dire voilà c'est comme ça. Moi je vais vous raconter mon expérience de ce que j'ai vu et de l'engouement et après je vais vous donner un peu de chiffres sur tout ce qui se passe à l'heure actuelle et surtout sur ce qui va se passer parce que je pense que dans le futur c'est vraiment un sport qui va devenir un peu national quoi, enfin un e-sport un peu national. Mhm. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que la France est assez précurseur dans ce domaine-là, contrairement à d'autres pays européens. Alors, on a eu beaucoup de LAN, donc pour les non-initiés, c'est les endroits où on se regroupe pour faire des tournois de jeux vidéo. Et il y a beaucoup de LAN qui ont été faites dans les pays européens, par exemple, je pense à l'IEM Katowice, etc. Mais c'est pas des trucs qui ont attiré beaucoup de monde. Le sport en France et l'e-sport en France a attiré énormément de monde. Je sais pas trop pourquoi. Parce que pourtant parce que le cool. jeu vidéo parce que c'est cool oui probablement parce que ça rassemble mais parce que le jeu vidéo est aussi bien ancré dans notre société de français je pense mais Et puis voilà. notre génération aussi peut-être Oui, aussi, qui ouais. joue Donc pour vous donner des chiffres d'affaires, le chiffre d'affaires de e-sport ce serait à peu près 1,3 milliard d'euros au monde c'est une belle somme. pour 3 milliards de joueurs. Donc ça veut Ça dire fait que pas c'est des beaucoup. gens qui ont tendance à mettre pas mal quand même. Bah si je trouve. Ok. 1,3 milliard, ça veut dire pour 3 milliards, c'est que tu mets 3 3 centimes par milliards personne. de joueurs. Ouais. Attends, ça ferait la moitié de la planète. Ouais, c'est ça. Hmm. Pourquoi ? Attends, est-ce qu'on compte Candy Crush ou pas? Je pense que oui. Franchement, je pense que oui. C'est ça, ouais. Parce qu'il y a tout ce qui est application de téléphone, il y a Ouais, tout ce ouais. qui est jeu sur téléphone. Il y a PUBG qui a débarqué, Fortnite, League of Legends sur téléphone aussi maintenant. Donc on peut beaucoup jouer sur son téléphone et c'est vrai que le marché du jeu mobile s'est intensifié, mais c'est pas ce qui fait le plus gros développement en e-sport. Si je continue sur les chiffres, après je parlerai un peu de mon expérience, plutôt sur les chiffres d'abord. En 2022, en France, on serait à peu près à 116 millions d'euros. Bon là, si je donne ce chiffre, ça donne pas trop d'idées. Par contre, Non. si on regarde par rapport à l'augmentation par rapport à 2019, on est à 182%. Ah oui. Donc ça veut dire qu'on Ça- a vraiment une augmentation de x2 presque Ouais. en 3 ans. Ce qui est quand même assez impressionnant, je trouve. Surtout pour des sports, on va dire des e-sports, des trucs qui sont avec un développement où je veux dire, on en entend parler, mais pas plus que ça. Dans les infos, on n'entend pas trop parler. Réseaux sociaux. Vos enfants en les raffolent, lives. vous n'en avez jamais entendu parler. L'e-sport, cette nouvelle discipline. Vous êtes vraiment. Mais c'est vrai, c'est que. Non mais. Mais c'est ça. En fait, c'est souvent parlé comme ça, hein, souvent décrié, mais c'est rarement parlé positivement. Ou alors la pub ou la promo se fait rarement sur la télé ou la radio, ou voire même la presse. Je pense surtout que ça passe par les réseaux sociaux et par les lives sur les différentes plateformes. Je sais pas si vous êtes d'accord Ouais, avec ça moi. joue, ouais, je pense. Oui, si. Je suis d'accord. Pour vous donner à peu près au niveau des chiffres, donc ce qui est intéressant, c'est que les femmes sont beaucoup moins représentées que les hommes au niveau Ok. des emplois dans l'e-sport en France, je parle. Mais on est à 30% du total des emplois. Enfin, il y a 30% de femmes dans l'emploi de l'e-sport. Je sais pas si c'est clair. D'accord. C'est quoi, c'est les gens qui organisent les événements? C'est Ouais. quoi? Alors dans ces 100%, on a 35% d'organisateurs de compétitions. Ouais. Donc on a une personne sur 3 qui développe des compétitions en France, donc tout ce qui est LAN ou événements, etc. Ouais. On a 30% d'équipes professionnelles, Ok. quand même. Donc équipes professionnelles, joueurs pro, coach, ce genre de choses. 15% de prestataires et agences. 11% de producteurs et diffuseurs. Et 10% des autres acteurs dénommés multi-maillons. À mon avis, c'est des gens qui font un peu de pub, un peu de live, etc. Donc en fait, si on se rend compte un peu de ce qui se passe, c'est qu'on a un tiers d'organisateurs, un tiers de joueurs et un tiers du reste. Et c'est quand Ok. même pas mal, je trouve. Ça veut dire qu'on a un bon développement sur l'organisation de compétition et qu'on n'hésite pas à mettre de l'argent dedans. Et c'est vrai que ça marche. Ouais. Ah, j'avais été vachement étonné de voir que les joueurs d'e-sport, en fait, ils avaient un régime drastique, je mets ça entre guillemets, mais en gros, ils faisaient beaucoup de vrais sports, en fait, pour être en forme.
Ils mangeaient bien. Enfin, c'est une vraie discipline en soi, en fait. Pour être en forme et tenir le coup, Parce avoir qu'en des fait, bons réflexes, il faut. c'est ça, enfin, il y a voilà. une question de réflexe. Alors sur certains jeux, on va dire sur les jeux de tir, les FPS, on a Mhm. tendance à avoir beaucoup plus de réflexes et avoir une condition de vie et une hygiène de vie très très bonne, ça permet d'augmenter ses chances là-dessus. Mhm. Pareil, même il y a beaucoup depuis l'arrivée, on va dire, des coachs mentaux, coachs mentaux, dans les Oui, sports coach mentaux, plus ouais. traditionnels, on va dire que ça a pris une grosse part, surtout dans le sport électronique, parce que c'est Mhm. très important là-dessus, sur le fait de croire en soi, la confiance avec les Ouais, bah réseaux oui. sociaux, etc. Là où dans le sport traditionnel, ils sont un peu plus protégés, on va dire, l'e-sport est plus direct avec son public parce qu'ils sont plus proches, on a l'impression qu'ils sont plus proches de nous, et Ouais. donc du coup, ils sont vachement plus protégés par rapport à ça. Et surtout parce qu'ils sont souvent très jeunes. On Ouais. a souvent des joueurs qui ont moins de 25 ans, quoi. Ouais. Alors que dans le foot, 25 ans, c'est le début de l'apogée. C'est le bon apogée. Si je prends le foot comme étant un sport traditionnel, on est d'accord. Si je donne un peu au niveau des audiences, par rapport au baromètre français, sur l'e-sport en 2022, ça est estimé à 10 millions de consommateurs et pratiquants. Ok. Donc sur une population à 75 millions, ça veut dire qu'il y a 10 millions de personnes qui soit regardent, soit qui jouent, soit qui font les deux. Ok. Mhm. Progrès technologique et développement du streaming et de la rediffusion par les réseaux sociaux, l'arrivée de Facebook Gaming, qui a fait un gros boom dans le monde, mais pas forcément en France. Ouais. Nous, en France, on est très sur Twitch, énormément Ouais. sur Twitch, qui Ouais. vient de la base de Justin TV, acheté par Amazon. Ça tourne essentiellement là-dessus, mais il y a beaucoup YouTube qui se rapproche au fur et à mesure et qui souhaite vraiment développer son côté e-sport. Mhm. Émergence de nouveaux marchés, Amérique du Sud, Afrique, Inde et Japon. Avec Ok. tout ce qui est ligue étrangère qui attire des gens et qui attire aussi beaucoup d'attrait et de compétences, je pense aussi. Et le Japon, ils étaient pas déjà. Ils étaient pas Alors, déjà assez. Ils ont enfin, toujours été beaucoup dans très l'e-sport. en avance, ouais. Si, ils ont toujours Ouais. été très en avance là-dessus. Mais très local, en fait, on va dire. Ok. Ouais, puis avec la Corée aussi, je crois. La non Corée aussi, ouais. Ouais. Très local, en fait, c'était vraiment que pour eux, que pour leur population. Et on va Ok. dire que dans les années 2010, avec l'arrivée d'Internet et la rediffusion en direct, enfin l'arrivée de la retransmission en direct, on va dire, ça a vraiment fait un boom. Alors les premiers à s'y mettre vraiment, c'était les Américains, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'argent et ils ont tout de suite compris que c'était là-dessus qu'il fallait investir. Mais la Corée et le Japon a bien suivi sur ce coup-là et a transmis beaucoup de rediffusions pour en fait développer l'espèce d'exclusivité coréenne, exclusivité japonaise qui était un peu différent. Le gros problème de ça, c'est que comme il y a un gros décalage horaire, en tant Ouais. qu'Européen, c'est vachement compliqué de suivre. Ah bah oui. Parce Ouais. que par exemple, les matchs professionnels de League of Legends de Corée, ça arrive en pleine journée Donc ou en pleine nuit. Chez eux, c'est le soir et chez nous, c'est à 11h du mat, quoi. Donc à 11h, tu bosses, quoi. T'as pas forcément Ah ouais. le temps de regarder Oui, oui, ok. ce genre de choses. L'autre jour, je me permets une petite Vas-y. aparté. J'ai vu une vidéo, alors je vous fais la traduction en français, parce que voilà, je ne sais pas m'amuser à parler en anglais, ça va me faire chier. Et en gros, c'était une vidéo qui disait en 1990, en 2000, en 2010, en 2020, en 2030. Ouais. Et en gros, le premier cas, c'était donc un père qui rentre dans la chambre de son fils. À chaque fois, c'est le même truc. Ouais. Et fringué comme les années, l'année qui est écrite. 90, hein. Ouais, donc en gros, il rentre dans la chambre de son fils, il fait qu'est-ce que tu fais? Et lui, il dit je joue aux jeux vidéo. Alors, donc la dizaine suivante, qu'est-ce que tu fais? Je regarde quelqu'un qui joue aux jeux vidéo. Après, il rentre encore. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde quelqu'un qui regarde quelqu'un qui joue aux jeux vidéo. Et l'année d'après, Mec, c'est genre, réact, il a des putains de lunettes Ouais. du futur et tout. Il rentre, il fait qu'est-ce que tu fais? Je regarde quelqu'un qui regarde quelqu'un qui regarde quelqu'un qui joue aux jeux vidéo. Ça m'a fait rire. C'est vrai que la retransmission à l'heure actuelle, on va dire en France, c'est dans les mentalités, c'est un peu compliqué, je pense encore. C'est un peu trop précoce par rapport à d'autres pays, au Corée ou au Japon où c'est beaucoup plus accepté. On peut comprendre que quelqu'un regarde un joueur de foot jouer au foot à la télé, mais on a du mal à comprendre que quelqu'un regarde un sportif professionnel, on va dire, jouer aux jeux vidéo. Je peux comprendre qu'il y a un accès physique, il y a un côté physique, qui dit voilà, c'est une performance physique, moi je peux pas le faire, donc j'admire et je regarde ce qu'il fait et je trouve ça bien. Mais
il y a aussi la même chose, je veux dire, dans le jeu vidéo, parce que c'est une notion de skill, de compétence en fait, un truc qu'on pourra pas forcément atteindre et qu'on trouve sympa, fort ou intéressant. Moi, ce que je veux dire, c'est que peut-être tu peux apprendre des choses. Tu peux apprendre des choses en fait en regardant un pro gamer jouer. Du coup, tu dis mais ça, tu peux faire ça, et du coup, tu t'améliores aussi. Mon père, c'est un peu ce qui me sortait, quoi. C'est quand il m'a vu une fois regarder un gars en plein stream en train de jouer, il me dit mais putain, maintenant tu joues plus, tu regardes un mec en train de jouer. Je dis bah oui, mais c'est super intéressant, comme tu dis, Philibert, bah tu découvres parfois des petits secrets, des petits trucs que toi t'avais pas forcément vu, des petites strates un peu intéressantes. Et lui en fait il comprenait pas du tout. Il dit ouais mais putain attends, c'est quoi ce truc, attends, les gars ils gagnent pas leur vie avec ça. Et justement on a commencé à en discuter de ça, de justement jusque certains pouvaient gagner leur vie dessus et tout machin. Et je lui dis j'avais fait la même réflexion avec, comme tu disais, avec les joueurs de foot en fait, où lui il regarde très bien un mec jouer au foot, c'est pas pour autant qu'il joue, et pourtant il va le faire. Nous, c'est la même équivalence. Et maintenant, en plus, on peut gagner sa vie. Et donc, je lui ai sorti tu vois, si tu m'avais pas empêché de jouer, bah peut-être que je serais un champion d'e-sport. Pas du tout. Vu mon niveau, j'ai une grosse bouse. Mais c'était un petit peu le truc comique. Et ça fait que ça l'a remis un peu en question, en mode, peut-être qu'en fait, le truc que j'ai jugé il y a des années en mode ça sert à rien et ça apportera jamais rien et jamais personne gagnera sa vie avec. Bah, ça a commencé un peu à se... Un peu de changer, les mentalités changent un peu, je trouve. Moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que c'est pas du tout la même chose que de jouer ou de regarder. Pour moi, c'est vraiment différent. Je veux dire, c'est comme jouer au foot ou regarder du foot, c'est pas du tout pareil. Quand tu joues, tu as vraiment une activité physique qui fait que tu es concentré sur la motricité ou sur la rapidité, et ton but c'est d'être le meilleur ou d'être celui qui donne le plus pour que ton équipe gagne. Alors que quand tu regardes, tu es concentré sur la bière et la pizza. Non, pas forcément, non, mais tu as plutôt un côté stratégique, tactique qui est différent en fait, on consomme pas la même chose. Pour moi, c'est exactement pareil dans le jeu vidéo. Mais c'est vrai que c'est difficile à comprendre parce que cette performance physique, les gens ont du mal à comprendre qu'on puisse regarder quelqu'un jouer aux jeux vidéo. Bah, c'est une concentration extrême, et puis c'est du skill avec la manette ou le clavier ou... Ah mais c'est vrai, c'est ça. Alors, pour continuer sur ça, les problèmes, on va dire, du développement de l'e-sport, si on peut essayer d'identifier des problèmes, c'est que l'absence des droits de diffusion, c'est très compliqué en France, parce que déjà, il n'y a aucun jeu vidéo qui est retranscrit, ou de compétition qui est retransmis à la télé. Tout est sur Internet. Parce qu'il n'y a pas forcément de droits, il n'y a pas forcément d'argent, même si maintenant ça se développe vachement, ça se professionnalise vachement. Mais il y a aussi le fait que le contenu est très compliqué à diffuser, parce que soit il est à des horaires différentes, comme on en parlait avec le décalage horaire, soit il est avec des très longues plages, parce que par exemple si on prend un exemple, une game de LoL, en fonction des saisons, mais on va dire que c'est entre 30 minutes et 1 heure. Donc c'est vrai que c'est très difficile à diffuser, surtout quand il y a 3 parties, 5 parties, ce genre de choses, il faut pouvoir tenir ses spectateurs. Là, on a tendance à être, je remarque sur tout ce que je regarde en termes de sportifs, sur des formats de plus en plus courts, pour qu'en fait, quitte à ce qu'on les répète, mais il faut que ce soit court pour que le téléspectateur accroche. Dans le monde de la F1, dans le monde du MotoGP, par exemple, on a une vraie différence sur ça, où la F1, on a un côté très rébarbatif parce que c'est assez long, parce que c'est technique, mais c'est long parce qu'il y a un certain nombre de tours et des fois il s'y passe pas grand chose. Alors que le MotoGP séduit vachement, on va dire, tous les néophytes, je me comprends dedans, hein, tous les néophytes sportifs qui s'intéressent à ce genre de compétition, parce que c'est des sessions assez courtes, on est à 45 minutes de course d'habitude. Et on a beaucoup de déplacements, beaucoup de changements, beaucoup de trucs aléatoires, ce qui rend la course passionnante parce que ça peut vraiment changer de l'un à l'autre. Mais c'est aussi parce que c'est très vulgarisé pour que ce soit simple pour le téléspectateur, pour qu'il comprenne les enjeux facilement. Là où la F1 est beaucoup plus technique. Il y a aussi une chose, c'est que en moto, c'est énorme, enfin c'est beaucoup plus physique. Et qu'en fait, au bout d'un moment, si tu fais trop, tu as les accidents qui arrivent parce que le mec il tient plus, quoi. C'est pour ça que c'est plus court aussi la moto, c'est parce que les mecs ils bougent à fond, quoi. Oui, c'est ça. Là où dans la F1, c'est aussi extrêmement physique. Parce c'est extrêmement physique. Ils prennent des G et tout ça, et ils perdent des litres et des litres de flotte, et c'est ultra physique. Mais en moto, c'est pire parce qu'en fait, tu utilises ton poids et toute ta force pour pencher la moto. Donc au bout de 40 minutes, pour moi, c'est pas le même sport déjà. Non, déjà 40 minutes, ça peut expliquer pourquoi c'est plus court et pourquoi la F1 est peut-être plus longue pour être plus technique. C'est ça, ouais.
Voilà, c'est pour expliquer. Si je continue, je vous ai envoyé 2-3 slides que j'ai trouvés sur internet, sur Francis Sport. Je vous laisse les regarder, les commenter, on va les regarder ensemble. Francis Donc, Sport, ça fait un peu un truc de beauf. Francis. Francis c'est Sport. Francis Sport. Francis Sport. C'est le monde, on a l'association de foot. Alors, juste un truc qui m'a surpris, c'est une question. En France, on devait pas. Enfin, je sais plus si c'est pas notre cher président qui l'avait dit, mais on devait pas justement accueillir un mondial de e-sport. C'est une question comme ça, c'est avant que tu. Désolé, avant que peut-être. tu lances tes slides. Je sais qu'il y a déjà eu pas Je mal sais plus. de. Il y a déjà eu pas mal d'événements, aussi bien dans League of Legends, mais même dans d'autres événements qui ont été faits en France, même mondial. Hein. Mais alors qu'une compétition de championnat du monde, je sais pas. Ça, je sais pas. Peut-être que ça avait été évoqué. Je sais que le gouvernement en avait parlé. Je sais que le gouvernement se penche vachement là-dessus parce qu'ils comprennent qu'il y a un fort enjeu au niveau des jeunes. Et par rapport aussi au fait que certains pensent même déjà aux Jeux Olympiques, etc. Ça, je suis pas forcément sûr de ça. Mais oui, ça, ils en avaient parlé. Après, est-ce que ça a été fait? Je sais pas. Je peux pas l'affirmer. Non, mais pas de souci. Je me pose une question comme ça. Merci. Donc, si je regarde la première slide, en fait, on voit qu'à peu près sur Médiamétrie, donc un média qui fait des sondages, on a à peu près 11 000. Sur les 11 800 000 personnes, consommateurs ou pratiquants, on a 23% des internautes qui ont plus de 15 ans. Donc, ça veut dire déjà que on a 3/4 qui ont moins de 15 ans. Ok. Donc, on peut cibler vachement les contenus. Sur ces gens-là, on a 5,8 millions qui sont que des consommateurs, donc 12%, 10%. 9% qui sont consommateurs ou pratiquants. Et 3% qui sont uniquement pratiquants. Ça veut dire qu'en fait, on a beaucoup de gens qui regardent et très peu qui jouent vraiment. Dans le sens de l'e-sport, dans le sens où les gens vont jusqu'au bout pour aller dans le professionnel, pour s'entraîner dans les tournois, etc. On a beaucoup de gens qui se sentent pas capables ou qui n'aiment pas ça forcément, hein. Attention, c'est une discipline, hein. Et donc on a vraiment presque 10% de différence entre les deux. Il y a un truc que je comprends pas. C'est sur les internautes ça, les 12%, 9%, 3%. Ok. Les gens qui ont plus de 15 ans, parce qu'après tu peux pas estimer qu'un enfant il est pratiquant. Enfin, pas encore. Si on regarde la deuxième slide, qui sont les joueurs d'e-sport? Donc on a 3 grandes catégories. On a les joueurs grand public, on a les e-sportifs loisirs et e-sportifs amateurs. Donc dans e-sportifs loisirs, j'appelle ça des joueurs qui jouent avec classement, mais pas forcément sans compétition. Donc en gros, genre les classements Mario Kart ou les trucs comme ça, ils essaient d'avoir le meilleur classement perso. Voilà, exactement. Classement perso, mais pas forcément de la compétition. Alors que e-sportif amateur, c'est vraiment des gens qui jouent pour de la compétition, qui vont en LAN, qui vont en tournoi, ce genre de choses. Sur les joueurs grand public, on remarque que c'est quand même la plus grosse majorité. On est à peu près 8 millions. Et sur ces 8 millions, on est à moitié-moitié hommes-femmes, ce qui est vachement intéressant, je trouve. Ouais. Si on continue sur l'e-sport loisirs, donc les gens qui jouent en classement, mais pas compétition, on est à 3,7 millions, donc 2 fois moins, à peu près 4 millions. Et là la tranche commence vraiment à se dessiner, 64-36. Donc ça veut dire qu'on a à peu près 6% de... Enfin, sur 10 personnes, il y a 6 garçons et 4 filles. Ok. Et sur l'e-sportif amateur, donc les gens qui jouent pour la compétition, et ben là, on n'a plus du tout de filles, on a 7% pour 93% de garçons. Ouais. Bon, après voilà, faut aussi dire que c'est un sondage, c'est pas la vérité, mais on remarque quand même en fait une tendance où les filles ont tendance à plus délaisser ou pas avoir accès forcément à ce genre de choses. Peut-être aussi, mais moi je vois quand je regarde des rediffs d'e-sport et tout, c'est majoritairement des hommes qui sont assis, qui sont en train de jouer. Après, moi je compare un peu ça comme pour le foot féminin où en fait ça peut être perçu comme plus dur de créer une équipe 100%, par exemple 100% féminine. Pendant une période même justement ils se posaient la question d'autoriser les équipes mixtes dans le monde du e-sport. Ouais. Oui, c'est pas forcément une mauvaise idée je trouve. Voilà. Mais après... Parce que justement, tu n'avais pas assez de joueurs pour créer vraiment des équipes constantes. Et c'est aussi en termes de suivi et de... Il y a des gens qui expliquaient que c'était aussi... Alors, c'est de moins en moins, hein, maintenant, ça s'est repensé. Mais aussi, c'était au suivi des sponsors. Oui. Des sponsors. Ouais, ça m'étonne pas, ça. Voilà, c'est toujours un peu... Voilà, alors, on peut faire un parallèle aussi avec, par exemple, la F1. Où la F1, à l'heure actuelle, il n'y a aucune fille en F1. Pour l'instant. Mais par contre, il y a
il y a un championnat qui s'appelle la F1 Academy qui a été mis en place et où en fait c'est que des filles qui roulent pour en fait espérer un jour intégrer une équipe professionnelle de F1. D'accord. Voilà. Bon, c'est sponsorisé par des écuries, hein, Mercedes, Aston Martin, etc. Donc ils ont un intérêt aussi à le faire, mais ça veut dire que c'est bien et que ça commence à se développer sur les filles dans les événements, enfin dans les sports mécaniques surtout. Oui. En sachant que, juste pour préciser, il y a une équipe en endurance, 24 heures au mode du Mans, mais même en championnat d'endurance, qui est exclusivement féminine. Ok, ça, c'est bien ça. Voilà. Je savais pas. C'est super cool, cool, et voilà. Donc on continue, troisième slide je crois, développement de l'e-sport. Ça c'est un petit slide en fait juste pour vous montrer que on a vraiment une tendance à la hausse depuis 2020, où en fait on arrive à estimer les consommateurs, les e-sports, loisirs et amateurs, et les fans. Donc les fans c'est des gens qui consomment et ou pratiquants. Et en fait on va pas doubler le chiffre parce qu'on est aux alentours de 8 millions en 2020, sachant qu'avant c'était un peu fluctuant. En 2020, on est aux alentours de 8 millions de fans. Donc dans ces 8 millions, j'intègre 6 millions de consommateurs et 2 millions d'e-sportifs loisirs et 1 million d'amateurs. Alors que maintenant, on est plutôt du côté des 12 millions. Donc on a vraiment une bonne progression. Ouais. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, tout n'est pas forcément corrélé. Dans le sens où les consommateurs ont vraiment eu un bon gap, où on a gagné 4 millions entre 10 millions et 6 millions. Par contre, en termes d'e-sport amateurs, donc des gens qui font de la compétition, et ben on est passé d'1 million à 2 millions. Donc en fait, on sent que c'est beaucoup plus difficile d'intégrer maintenant, même s'il y en a de plus en plus, les côtés professionnels de l'e-sport. Ouais, ce que je remarque aussi, c'est que pour les e-sportifs de loisirs, bizarrement, en 2018, il y avait une forte pente. Après 2019-2020, ça redescend. Je suppose que ça va être à cause du Covid. Je pense, ouais. Et après, ça reprend, mais ça reprend moins fort. Ouais. Alors, est-ce que c'est les gens qui parlaient moins? Est-ce que je sais pas, difficile à dire. Et pourtant, moi je pensais que justement pendant le Covid, il y avait eu une rehausse des gens qui se mettaient à jouer parce que ils étaient chez eux, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert, surtout. Il y a beaucoup de gens qui jouaient jamais, qui ont découvert ce moment-là pour pouvoir en fait se réunir et tout, grâce notamment à Among Us en France. Qui en fait même si tu savais pas jouer aux jeux vidéo, tu pouvais jouer avec ton téléphone sur Among Us avec tes copains et avoir cet échange là pendant les confinements. Moi j'ai eu beaucoup de filles qui m'en ont parlé et qui ont parlé de ça en disant qu'ils ont découvert un peu comme ça et après qu'ils sont passés sur des jeux type League of Legends, ce genre de choses. Mais est-ce que du coup c'est pas plutôt l'inverse, c'est genre le Covid qui a poussé les gens à sortir, tu vois, parce que au niveau des e-sportifs loisirs, on était à presque 3 millions à début du Covid, quoi. Ouais. Et à la fin du Covid, c'était retombé à 2 millions. Peut-être que les gens après ils ont arrêté. Les gens ils ont dit on va arrêter de rester enfermé chez soi puis on va sortir. Peut-être. Bah, oui, mais il y a quand même une augmentation par contre. Oui, après ça reprend l'augmentation, hein, mais vraiment pendant le Covid ça a plutôt tendance à se péter la gueule. Alors qu'on aurait pu penser le contraire. Bah, le besoin de sortir et de voyager, vu que tu disais c'est cool, je suis chez moi, je suis peinard, en fait au bout d'un moment je pense que au bout d'un an ça a irrité tout le monde. On continue sur la quatrième slide. Bon, je sais plus quel slide. À quoi joue-t-il? Donc sur les trois types de personnes qu'on a, donc entre les fans, les jeux entre les fans, les gens qui jouent pour le loisir, entre ceux qui jouent pour le côté classement et pour l'e-sport compétition. Donc les fans en règle générale, on va dire qu'ils jouent plutôt à Mario Kart. Donc on a 30% de Mario Kart. Après on a du Call of Duty, du Fortnite, du FIFA et du Super Smash Bros. Des jeux en fait qui se jouent plutôt en fait en multijoueur. De toute façon, c'est que des jeux multijoueurs, c'est l'e-sport. Bah FIFA ouais. Bah ça reste un multi si tu joues l'un contre l'autre, c'est un versus. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau du temps. On remarque en fait on va dire, si je prends les plus gros chiffres, on va pas s'étendre sur tous les chiffres, mais sur les chiffres généraux, en fait ces gens-là, les fans, jouent à peu près moins de 5 heures. Il y a 61% de gens qui jouent moins de 5 heures. Si on continue sur les gens qui jouent sur quel 5 heures, c'est sur quel c'est par semaine? C'est quelle unité de à dernière semaine? Oui, c'est par semaine. OK. C'est par semaine. Ensuite, si on prend les autres, donc on va dire les gens qui font du classement mais pas de compète, le premier c'est FIFA, après le deuxième c'est plutôt Fortnite, troisième Call of Duty et puis League of Legends on arrive en 12%. Donc ça c'est des gens qui jouent beaucoup sur console ou alors PC. Et là en fait c'est beaucoup plus
diverses. On est entre 47% et 44%, moins de 5 heures, plus de 5 heures. Donc là, ça veut dire que ça dépend des gens, quoi. Il y a une personne sur deux, en règle générale, qui joue plus de 5 heures, ou une personne sur deux qui joue moins de 5 heures. Mais en sachant que cette partie-là, c'est la plus grosse partie. Et ensuite, les jeux pratiqués donc, par les e-sportifs, on va dire, par les gens qui jouent vraiment pour de la compète, et on a 70% qui jouent plus de 5 heures. Donc on a quand même 3/4 des gens qui jouent énormément par semaine. Ça doit même être du 4-5 heures par jour, oui, en fait. Je pense, ouais. Oui, c'est ça. Et dans le top des jeux, on retrouve League of Legends, Valorant, CSGO, TFT et Rocket League. Voilà, des jeux beaucoup plus axés compétition. Aussi, on remarque, parce que c'est des jeux qui sont beaucoup diffusés et où il y a beaucoup de compétition par des gros médias. Je pense à tu vois, je Riot, suis ce genre de étonné choses. que Counter-Strike soit encore dans la liste. Si, ouais, c'est encore. Oh, ouais, si, c'est un gros, c'est un gros du e-sport Counter-Strike. On continue. Alors, que regarde-t-il sur la avant-dernière slide? Donc, Ah oui. ce qui est vachement intéressant, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui regardent et il y a beaucoup de gens qui jouent. Donc, les consommateurs, en règle générale, il y a 56% des gens qui regardent, je crois. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est pour les fans. Pour les gens qui jouent en ranked, donc plutôt les gens qui jouent pour du classement, on a 80%, donc on a plutôt 8 personnes sur 10. Et par contre on remarque quand même que les gens qui jouent vraiment pour le haut niveau, il y a 100% de gens qui regardent. Donc ça veut dire que quand tu joues à plus de 5 heures de jeu électronique, tu regardes énormément, quoi. Et comment tu regardes? On regarde en fait, on a beaucoup de internet, on a beaucoup de TV pour les gens qui font du casu, donc pour des gens qui sont pas en compète et puis qui sont pas en classement, alors que les autres c'est beaucoup d'internet, quoi. Ok. On continue. La dernière, ça c'est juste pour nous les Français, la notoriété des structures françaises e-sport. Donc il y en a vraiment 3-4, il y en a quand même une dizaine connues, mais il y en a 3 qui sortent du lot. Ok, j'en connais aucune, je crois. Carmine Corp, Vitality et Solari, avec LDLC aussi. Et puis après, la reste, j'ai tout et tout. Mandatory. LDLC, après, ils sont. C'est quoi, c'est genre des teams ou c'est des. Ouais, c'est des teams. Et dedans, j'imagine qu'il doit y avoir des sous-teams de joueurs qui jouent à CSGO, à Fortnite, à machin. C'est des teams qui ont après plusieurs teams de jeu, exactement. Ok, c'est comme une écurie, quoi, un peu. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais on remarque quand même qu'on a beaucoup d'écuries différentes qui sont assez connues en France. Et c'est ce qui fait un de nos gros galons par rapport à l'e-sport en France. Voilà. Après c'est vrai qu'il y en a qui sont soutenus par des personnes qui sont très actives, soit sur le web, soit sur Twitch. Oui, bien sûr. Ça joue. Tu prends Vitality, c'est Gotaka, Carmine Corp, Kamel. C'est Kameto, ouais. Tu vas prendre, il y a les Gentlemate, ça va être la team à Squeezie. Mais bon, voilà, c'est pour dire aussi qu'on a différents types de structures e-sport françaises et qui sont assez présentes sur le monde européen, voire le monde mondial, quoi. Ok. Sur la toile. Donc voilà, c'était tout. Merci beaucoup, c'est intéressant. J'espère que c'était intéressant, ouais. Oui. Oui. Et tout ça pour dire que en fait ça va se développer et qu'on va voir de plus en plus ce genre de choses se démocratiser, je pense, dans les années à venir. Quand je pense qu'on se faisait des LAN dans une cave entre potes et machin, et que t'avais très peu de réunissement, et puis maintenant les mecs commandent des hangars entiers pour pouvoir en faire sur des postes compètes et autres, et que ça peut ramener, quand tu vois par exemple... Tu prends le cas de la Carmine Corp qui arrive même au point à avoir une arena entière, quoi. Enfin, c'est-à-dire que les gars ont comme un lieu quasiment aussi gros qu'un stade de foot pour leur leur compète. Ouais, c'est pas mal. Ça devient énorme, quoi. Donc, mais c'est vrai que ça serait dommage qu'un pays dise non à ça alors que c'est un potentiel qui est grandissant, quoi. Je pense pas qu'ils aient l'intérêt à dire non. Je vois pas pourquoi ils diraient non. Ah non, façon, là où il y a de l'argent. Je veux pas non plus. Oui, c'est ça. Boy, mon nom c'est Smokey. La rumeur gronde, tous les gars sont sortis. On sort de l'ombre, faites chauffer les amplis pour donner un peu d'air. C'est clair, la route est longue à ce qu'on dit. Pour plaire au monde et à n'importe qui. On sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs se lâchent. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille.
tranquille, va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, faut pas que je force, que la vie soit facile. Je veux faire de l'or sans bouger mon nombril. Me donner un peu d'air, c'est clair, c'est clair. J'ai rendu à mes amplis pour plaire aux cailles, éviter les ennuis. J'ai passé l'âge, laissé des ardoises. Il faut que je me pose quand tout le monde se lâche. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi... Donc moi je vais en profiter pour parler aussi de jeux et donc pas de e-sport parce que c'est pas forcément un jeu qu'on a connu sur l'internet qui est connu sur le côté du e-sport. Je vais vous parler de Ancestors, The Humankind Odyssey, qui est en fait un jeu que moi j'ai découvert à la sortie en 2019 quand il est sorti sur PC. Et j'y ai joué vraiment à la bêta, donc malheureusement il était en anglais et le jeu en fait est assez délicat. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est un jeu de survie assez difficile, même très difficile, où en fait vous incarnez littéralement en fait, les débuts de l'humanité sur le berceau de l'humanité en Afrique. Ah, intéressant. Un singe. Voilà. Donc en fait vous êtes la première transformation post-humain que nous on connaît sur la base du primate que nous sommes. Donc on va dire que c'est juste un peu avant Lucie. Donc c'est un préquel à Dawn of Man en fait. Ouais, en fait oui. Dont on avait parlé dans je sais plus quel épisode. Ouais, 7, c'est encore avant, je 7 crois, il me par là. semble. C'est même encore avant, parce Ouais. qu'en fait, là, si tu veux, tu remontes vraiment avant comme je dis, moi, ma rêve, c'est Lucie, avant Lucie, et tu vas jusqu'à la bipédie, début de sédentarité humaine. Lucie, c'est- dans Ouais, le donc jeu. c'est vraiment le Jeu préquel hyper de- large. C'est vraiment le préquel de Dawn of Man, parce que Dawn of Man, ça commence à début de la sédentarité. Lucie, c'est le spécimen qu'on a réussi Ah, mais à je trouver. sais, qui est c'est une quasiment, blague. Oh là là, putain. Oui, mais comme tu faisais ta tête sérieux. J'ai pas capté, désolé. Non mais oh! Comment tu parles de ton père? T'as pas honte? Qui c'est qui t'a nourri? Jamais moi je parlais comme ça de mon père, jamais! Mais mon père, il était charron. Et je peux te dire qu'à la maison, ça filait doux. Et la mère de la batte, elle mouftait pas. Et les gamins, pareil. Et donc, le fait super Jack! Allez, on va pas même pour avancer. Allez, j'arrête. Et donc un truc qui est super intéressant, c'est qu'en fait, vous commencez vraiment, donc comme on dit, avec votre tête primate, et faut rechercher les trucs de base. Donc en fait, ça va être prendre un caillou, l'analyser, le sentir, essayer d'y goûter, un fruit pareil, donc risquer de tomber... non, mais ça va être risqué de tomber malade si jamais vous goûtez un truc périmé. Avoir la donc tête qui tourne le matin. Ouais, par exemple. C'est ça, exactement. C'était peut-être mes non, pommes mais de terre qui étaient périmées. Non, mais ça marche vraiment sur des trucs comme ça où par exemple à un moment il boit une eau qui a l'air croupie mais tu le sais pas parce que toi t'as que ça, il faut que tu boives et en fait ton personnage va tomber malade, donc il va falloir que tu trouves des manières de te soigner. En fait le seul moyen c'est de goûter de votre machin, et en même temps tu as aussi littéralement des animaux sauvages qui vont te taper sur la gueule, donc Ah des oui. pitons géants, des tigres à dents de sabre, sabre, et d'autres animaux quand tu arrives dans différents biomes. Parce qu'en fait, là, on commence sur un post-biome Alors, si je vous fais un peu le début de l'histoire, en fait, on arrive dans un biome type jungle. Voilà, un peu dans le truc. Donc, c'est vraiment plus Nord-Afrique au début. Et en fait, littéralement, votre petit groupe de primates se fait décimer. Et en fait, vous êtes le seul survivant. Ah ouais, Donc d'accord. c'est à vous, en fait, à votre tour de devoir reconstruire, en fait. Donc vous êtes vous et un bébé, en fait. Vous êtes plus que deux. Dans un sens, parce qu'il y a d'autres, il y a des restes de tribus, mais actuellement, quand vous arrivez au début, vous êtes plus que deux. Et en plus, vous arrivez dans un camp que vous ne connaissez pas, dans une jungle hostile, donc vous êtes muni de la peur. Et en fait, ça, c'est retranscrit. C'est-à-dire que votre personnage, quand il va arriver dans un lieu qu'il ne connaît pas, avec des odeurs différentes et autres, il va se mettre en peur
Et Ok. en fait, quand cette peur grandit de trop, bah, il va passer en hystérie. Donc il va être à moitié incontrôlable. Donc même vous, quand vous êtes en train d'essayer de le guider via votre clavier ou manette, bah, en fait, il y a des mouvements que vous contrôlez pas parce qu'il est à moitié chamboulé. Il y avait un peu un truc comme ça dans Don't Starve. Où... Oui, Tu sais, il fallait que tu oui. résistes à la nuit où il y avait des monstres nocturnes qui pouvaient t'agresser. Il fallait toujours que tu aies de la lumière parce qu'ils ils supportaient pas la lumière. Et si ton feu il s'éteignait, bah, du coup, ils attaquaient ton cerveau et au bout d'un moment, tu contrôlais plus ton personnage. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est complètement, c'est de la psychose en fait. Et puis derrière, bon bah, faut trouver des lieux où se loger avec ton petit bout de tribu, où se protéger. Voilà, mais c'est un jeu qui est génial parce qu'en plus, à fort et à mesure que vous essayez des choses avec votre personnage, et ben en fait, vous avez des synapses ou vous avez Il va se développer intellectuellement. C'est ça, vous avez votre cerveau qui se développe, et en fait, le seul moyen de pouvoir garder ce développement, bah, c'est les générations futures, en fait, qui vont garder une partie des connaissances que vous avez acquises. Et donc, il est vraiment super complet, mais au point où il vous faudrait 20 heures pour acquérir la bipédie, quoi. Le début d'être bipède, c'est-à-dire D'accord. bipède où vraiment, genre, tu tiens 5 minutes debout sur tes deux pattes et une fois sur deux, t'es obligé de reposer la main par terre, quoi. Donc, et c'est génial. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, moi, je l'avais testé et en fait, en bêta, plus en anglais avec le PC qui rame un peu, c'était un enfer parce que essayer de tester des trucs tout en essayant de pas crever, bah, c'est simple. 10 premières minutes de jeu, je suis mort 8 fois. Enfin, c'est un enfer. Ouais. Et donc, faut prendre le pli. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, récemment, bah, j'ai regardé un ami streamer qui lui a commencé à y jouer, et lui qui est beaucoup plus loin là actuellement dans l'histoire, et qui redécouvre, comme j'ai dit, des biomes complètement différents. Donc à chaque fois, bah, c'est de la réflexion. Donc nous, on est en plus en direct en train de lui dire, tiens, essaye ça et autres. Par exemple, à un moment, il rencontre des termites. Bon, bah écoute, prends un bâton, essaye de fouiller le truc de termites pour essayer de voir si tu peux les manger ou autre. Mais en fait, c'est vraiment, faut repartir sur ce jeu en mode, votre personnage, il sait vraiment rien faire à part bouffer un fruit et boire, quoi. Ok. Voilà. Du feu, il sait pas. Bouffer de la viande, bah, il n'est pas habitué parce que bah, c'est un primate qui à l'origine était herbivore. Donc bouffer des œufs. Donc il faut gérer tout ça. Il faut gérer le stress, la faim, la fatigue. Parce que vraiment, il peut même aussi s'écrouler. Tu sais, c'est pas le type de jeu où genre tu t'écroules, genre ça te ramène à la base. Non, c'est tu t'écroules. T'écroules. Si t'es au milieu, bah t'es pas forcément mort parce que c'est juste t'es fatigué. Donc tu vas t'endormir en fait au milieu de nulle part, sauf que t'as de grandes chances de te faire bouffer en fait. D'accord. Et tu peux même te faire attaquer par des trucs herbivores. Ouais, qui sont pas contents que tu sois là. Voilà. Donc voilà, un hippopotame, bon c'est pas herbivore, mais ou un buffle, bah potentiellement il se dit tiens il est sur mon territoire, j'aime pas le voir là, bah je vais lui rentrer dedans. Je vais le charger. Voilà, donc c'est vraiment un jeu qui est super intense, qui pour les gens qui ont vraiment envie de faire du survie un peu difficile, bah je le conseille en fait, et parce que bah, on va passer de génération en génération. Surtout que ça avait l'air beau. Ouais, ça m'intéresse. Ah mais il est super beau. Tu peux rappeler le nom du jeu? Ancestors, the Humankind Odyssey, si je le dis bien. Okay. Et donc c'est développé par Panache Jeux Numériques. Et c'est tout. C'est sorti voilà, en 2019 sur Windows et sur PlayStation 4 et Xbox One en décembre 2019 aussi. Donc il est sorti en août 2019 pour Windows et le reste. Donc ça fait quelques années et je le trouve pas très connu alors qu'il a un potentiel de dingue en fait. Il y avait beaucoup de gens qui avaient joué à sa sortie en 2019 je crois et maintenant un peu moins. Mais peut-être qu'il y a eu des bonnes mages. Ah bah oui, il y a eu, oui, je confirme. Déjà il est en français. Ah, cool. Sur certains trucs qu'il n'était pas avant. Donc pour ceux qui n'étaient pas trop fans de jouer en 100% en anglais, ouais, à l'aise avec l'anglais, bah au moins ça ouvre des portes supplémentaires quoi. Ok. Voilà. Thank you. Okay, donc, merci. Voilà. Au plaisir.
Donc comme le thème du jour c'était jeux vidéo, je vous ai préparé une petite rubrique sur un jeu vidéo dont je vous ai parlé la dernière fois aussi. Et donc c'est celui-ci. Mario Golf Toadstool Tour. Donc un Sur jeu sorti en GameCube. 2003 sur GameCube. Et en fait, pour moi à ce jour, ça reste le meilleur jeu de... Pas de golf en tant parce que tel, mais... T'as jamais joué à Wii Golf. Hein. Non, mais de golf, disons... Fun. C'est un peu détente, oui, un peu fun, un peu détente. Un peu comme Mario Football. Et en fait, même j'ai vu qu'un pro joueur de golf le recommandait dans son... tu sais, les livres jaunes et noirs, Golf for Dummies. ouais. Bah, mais En français, c'est le golf pour les nuls. Hein. Ouais, le golf pour les nuls, il y a un pro joueur qui le recommandait. D'accord. Alors, C'est quoi? je vais expliquer un petit peu ce que c'est que le golf pour des gens qui connaîtraient rien, parce qu'en fait c'est pas un sport qui est comme c'est vu comme un sport d'élite. Il y a peu de gens qui connaissent ou s'y intéressent. Alors en fait, du coup, le but du golf, je pense que ça tout le monde le connaît, c'est de mettre sa petite balle blanche dans un petit trou à l'autre bout du terrain. Sur un parcours de golf standard, il y a 18 trous. On peut le faire aussi en 9 trous pour que ça dure moins longtemps. Et en fait, en gros, il y a une aire de départ. Donc, c'est une espèce de rectangle qui fait une dizaine de mètres carrés sur lequel vous posez un petit plot sur lequel vous posez votre petite balle. Très mignon. Très mignon. Voilà, pour la surélever un tout petit peu du sol parce que c'est plus facile. Et puis, vous allez avoir du coup un drapeau qui va matérialiser le trou à l'autre bout du terrain. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de voir le drapeau parce qu'il peut y avoir des obstacles, comme de la forêt. Donc, en fait, parfois, le terrain, il n'est pas droit du tout. Il est en L ou il est en S. Donc en fait, parfois, vous voyez pas l'autre bout. Mais bon, vous savez, souvent au début, ils mettent une plaque avec à quelle distance est le drapeau et puis à quoi ressemble le parcours, ce trou-là, quoi. Et donc pour ça, vous allez avoir plusieurs types de clubs différents. Vous allez avoir les bois, qui sont les clubs qui permettent d'aller très loin. Donc c'est souvent les premiers qu'on utilise pour taper fort la balle et qu'elle aille très loin, et ils ont une trajectoire plutôt tendue. Et ensuite, vous allez avoir les fers. Les fers, c'est des clubs qui permettent d'aller un petit peu moins loin, parce qu'il n'y a pas toujours besoin d'aller super loin, sinon Ils sont plus allez précis. trop loin que le trou. Alors, c'est surtout qu'ils vont avoir en fait, déjà, dans les bois aussi, vous avez en fait la zone qui frappe la balle, elle n'est pas droite, elle est en fait un angle plutôt orienté vers le ciel. Donc sur les bois qui permettent d'aller très loin, cet angle il est quasiment vertical. Et puis plus vous allez sur des clubs qui permettent d'aller moins loin, plus l'angle va être ouvert pour que la balle elle tombe en cloche en fait. Elle fasse une trajectoire de cloche et pas une trajectoire tendue. Ah oui, parce que c'est difficile de mettre la balle dans un trou quand c'est une trajectoire tendue. Oui. Et ensuite sur les bords du terrain, vous allez avoir... Donc le terrain il se compose de 3 parties. Vous avez l'aire de départ, le fairway, donc c'est là où l'herbe elle est tondue bien, mais pas autant que le green. Oui, le green c'est parfait. Donc le fairway, c'est là où vous espérez faire tomber votre balle si jamais il faut plusieurs coups pour arriver jusqu'au green. Et ensuite vous avez le green, donc là c'est vraiment une zone qui est tondue hyper rase, dans laquelle il y a le trou. Et donc du coup, le but, c'est d'emmener sa balle depuis l'aire de départ jusque dans le trou en moins de coups possible. En sachant que chaque trou a une valeur qui s'appelle le par, c'est le parfait. Le nombre de coups, ouais. Et c'est le nombre de coups typiques pour mettre la balle dans le trou. Donc vous avez des par 3, des par 4 et des par 5. Souvent, pour le par 3, en fait, c'est un trou qui est très très court entre la zone de départ et le trou. Et souvent, vous arrivez sur le green en un seul coup. Le par 4, vous arrivez sur le green en 2 coups, donc vous avez un coup, vous êtes sur le fairway, et un coup, vous tombez sur le green. Et le par 5, souvent, c'est 2 coups sur le fairway, parce qu'il est plus long. Et après, au 3e coup, vous arrivez sur le green. Donc en général, si vous n'êtes pas trop mauvais, vous faites toujours des trous en -1. C'est-à-dire que le par est à 3. Et si vous faites en 2 coups, vous êtes à -1. Donc ça s'appelle un birdie, en termes techniques des golfeurs. Birdie. Et donc c'est souvent assez facile quand vous commencez à toucher un petit peu et à comprendre un peu comment fonctionne le jeu. Donc là je parle pas du golf en lui-même, mais je parle du jeu. Ça devient assez facile de faire un birdie. Maintenant on va parler du jeu. Donc, dans le jeu il y a 16 personnages jouables, plus 2 personnages qui sont liés en fait à Mario Golf Advance Tour.
En fait, vous pouvez, dans Mario Golf Advance Tour, auquel je joue aussi un petit peu de temps en temps, en fait, vous n'avez pas des personnages, vous les avez, mais en fait, il y a une aventure dedans. Donc en fait, vous créez un personnage. C'est un petit peu comme un RPG, en fait. Ouais, Au d'accord. fur et à Tu mesure que crées vous allez ton gagner des trucs, personnage, vous allez gagner des skills. Ok. Et donc, vous allez pouvoir importer votre personnage de Mario Golf Advance Tour dans Mario Golf Toadstool Tour. Et donc, chaque personnage, il a 6 paramètres à prendre en compte, qui va caractériser son type de jeu. Force. Le premier paramètre, c'est sa longueur de drive, donc c'est à quel point il tape fort. D'accord. Son deuxième paramètre, c'est la courbure de la balle, c'est-à-dire que chaque personnage ne courbe pas la balle de la même manière. Il y a des personnages, ils tapent la balle très droit, donc en fait la balle elle va tout droit. Puis il y a des personnages, en fait, ils courbent plus ou moins la balle sur les côtés, donc elle fait un arc de cercle Mhm. avant de retomber. Mhm. Et ça peut être bien ou pas bien. Ouais, ça Ça dépend ce que tu dépend veux faire. de son style de jeu. Et puis aussi, vous pouvez le configurer en gaucher-droitier selon votre préférence et selon ce que vous êtes, pour qu'il s'adapte à votre personnalité. Ensuite, vous avez la hauteur de drive. Alors, la hauteur de drive, c'est important parce qu'en fait, plus la balle va haut et plus elle prend le vent. Parce qu'il va falloir prendre en compte le vent. Et en fait, du coup, vous allez pouvoir prendre ça en compte. C'est-à-dire que vous pouvez aimer tel personnage parce que, je sais pas, admettons, il a un bon drive, mais malheureusement, il tape assez haut. Donc, du coup, il faudra avoir ça en Compenser, tête ouais. pour que, en fonction de la force du vent, vous tombiez bien et pas à côté du fairway, quoi. Ensuite, alors là, on va rentrer dans la zone un peu du jeu. Tu streams ta GameCube là en direct? Non, c'est un émulateur, c'est Ah oui. Dolphin. D'accord. L'image n'est pas si belle que ça sur la GameCube. Bah oui, parce que là c'est quand même vachement beau. Ouais, c'est beau, ouais. Ouais, il y a des améliorations sur l'émulateur Dolphin qui permettent D'accord. d'améliorer l'image. Donc là on voit Alors, Yoshi qui a un. Donc voilà, un- Yoshi. Donc Yoshi, lui, il tape plutôt Il a droit. un bois, ouais. Ah, d'accord, ouais. Mhm. Ok. Il a un bois. Et donc, vous avez cette ligne qui vous Ouais, ouais, permet... d'accord. En fait, c'est une ligne théorique. C'est si jamais il n'y a pas de vent et que vous frappez parfaitement Ça va tout droit, ouais, aux d'accord. 250 yards. Donc, si vous remplissez complètement la jauge de puissance, ça va tomber là. Ok. Et ça, c'est l'impact de la balle. Parce que la balle, après, elle va encore rouler. En fonction Ça, oui. du terrain, ouais. Ça, faut le prendre en compte, que la balle, elle va rouler. Surtout sur le green. Et donc, en fait, vous voyez, vous avez une barre en bas qui est la jauge de puissance et de précision. Donc, vous avez un endroit où il y a une espèce de jauge rouge avec un trait bleu au-dessus. Mhm. Et vous avez un carré gris Ouais. au centre. Et donc, ça, c'est la précision maximum. D'accord, il y a un endroit, c'est D'accord. précision maximum. Moins Il y a bonne la zone précision. rouge, c'est il va taper correctement, enfin il va arriver à taper la balle à peu près où vous l'avez envoyée, mais plus vous êtes au bord de la zone rouge et plus la balle elle va partir n'importe comment. D'accord, ok. Et si vous êtes en dehors de la zone rouge, alors là il tape à 45 degrés Ouais. et il fait un tir tout pourri et en fait c'est vraiment perdu. D'accord. Et donc en fait vous avez ce qui est bien alors avec ce jeu, ce qui est cool, c'est que vous avez deux modes. C'est le seul jeu dans lequel il y a ces deux modes là de Mario Golf. Vous avez un mode automatique et un mode manuel. Le mode automatique, c'est pour un peu les débutants qui veulent découvrir le jeu. Vous avez juste à appuyer sur A une première fois pour lancer parce qu'en fait, il va y avoir un petit peu de précision. Parce qu'en fait, la jauge, elle va se lancer, elle va aller jusqu'au bout de la jauge, et ensuite, elle va revenir en arrière Ouais. pour avoir la précision. Donc, c'est-à-dire que vous allez appuyer une fois sur A pour Pour la lancer puissance. la puissance, fois vous pour la l'arrêtez précision. où vous voulez, et ensuite, il revient en arrière. Et il faut Ok. taper pile poil au centre de la zone de précision pour que ce soit le plus précis possible. Mais D'accord. pour la précision, pour les débutants, si vous appuyez 2 fois sur A, donc une fois pour lancer et une fois pour arrêter, en fait la précision se fait automatiquement. Mais D'accord. vous ne pourrez pas donner d'effet à votre balle. Je vais expliquer après les effets. Vous ne pourrez pas donner tous les effets à votre balle. Donc par exemple, si je fais un mode auto, je lance une fois A, j'arrête au bout, et là en fait c'est auto, et il a tapé tout seul, il a fait tout seul. En fait c'est un peu comme un jet de dés. Il fait un jet de dés sur la précision. D'accord. C'est un peu Ok. en mode hasard. Et ensuite, vous avez aussi un mode manuel. Alors avec le mode manuel, vous allez pouvoir faire vous allez pouvoir faire plus d'effets. Donc vous voyez, en bas à droite de l'écran, il y a ma balle qui est symbolisée Hmm. avec un rond rouge au milieu. Tu veux savoir où tu tapes, ça donne de l'effet Voilà. comme Et au en fait, bowling ou... Ouais. Et en fait, si je lance le truc, vous voyez, ou la pétanque. Ah, la pétanque si je aussi. lance le truc, en fait, vous voyez, je Ah oui. peux définir pendant que ça charge où est-ce que je veux taper. D'accord. Et en fait, si je tape plutôt la balle à droite, et ben, ça va avoir tendance à la courber vers la gauche. Ouais, et qui va revenir à droite. Non, ça va aller vers la gauche. Oui.
Ah, vas-y, Ouais. vas-y, continue. Si je tape la balle plutôt à gauche, ça va avoir tendance à la courber vers la droite. Ouais, d'accord, ouais, comme à la Si je pétanque. tape la balle plutôt en haut, ça va avoir tendance à tendre plutôt qu'elle aille Ouais, en comme au billard. cloche. Ça va tendance à tendre la Trajectoire. courbe, en fait. Ouais. Et l'inverse, si vous tapez en bas, ça va avoir tendance à la faire décoller. Ouais. Ça peut être pratique, par exemple, pour sortir du sable, des bunkers ou des zones sur le côté qui s'appelle le rough, où l'herbe est beaucoup plus haute. Ok. Et donc, en fait, avec tout ça, vous avez quand même pas mal d'effets sur votre balle. Puis, vous pouvez mixer les effets. Par exemple, si vous voulez la lever et la courber un peu, vous pouvez mettre votre joystick en bas à gauche. Ouais. Et aussi, vous pouvez doser. Vous n'êtes pas obligé d'aller à fond. Vous pouvez faire un petit peu Ouais, en bas, ou plus en bas et un petit peu à gauche. Et en fait, ça, c'est hyper compliqué parce qu'il va falloir doser ça sans regarder parce que vous avez les yeux sur votre barre de chargement parce qu'il faut l'arrêter au bon moment. Et taper au bon moment, avoir la précision au bon moment. Donc ça peut devenir très compliqué. Surtout que par exemple là, admettons que je prenne ce fer là, il va beaucoup trop loin par rapport au drapeau. Ouais. Donc en fait je vais pouvoir vous voyez là dans ma jauge de puissance, fort, ouais. dans ma jauge de puissance j'ai un indicateur qui me dit où est-ce que ça va tomber. Et si j'appuie sur un bouton, en fait je peux, en gardant le même fer, je peux diminuer. Réduire. Et en fait je peux placer un genre de repère pour dire il faut que j'arrête ma jauge de puissance là. Mais si je me loupe, ça peut aller trop loin. Bah donc oui. en fait, je peux rater mon coup. Mhm. Ou alors aller trop près. Et en fait, pour pouvoir pallier à ça, si vous commencez à savoir jouer, vous pouvez vous mettre en mode manuel. Et en plus des 4 effets que j'ai expliqués de tapage de balle, vous pouvez aussi mettre du top spin ou du back spin. Et ça va agir quand la balle va rouler au sol. Si vous faites du top spin, la balle, elle va rouler un peu plus. Un peu Backspin, plus elle va loin. revenir. Ouais. Et backspin, mais elle va revenir. Puis Ok. vous avez 2 effets. Vous avez le top spin et le super top spin, et le backspin et le super backspin. D'accord. Qui va permettre de plus ou moins donner de l'élan à la balle, ou plus ou moins la freiner, voire la faire vraiment revenir en arrière. Le backspin, ça peut vraiment revenir en arrière fortement. Et donc en gros, vous allez devoir jauger ce qu'il va falloir faire. Parce que là, on arrive sur le green ici. Et en fait, le green, vous voyez, vous avez toutes ces petites flèches qui vous donnent la topologie du green. C'est un peu comme des courbes de niveau sur une carte. En fait, ça va vous dire si à tel endroit, ça tend à descendre, à monter, à aller vers la gauche, à aller vers la droite. Là, le green, il est plutôt plat dans ces cas-là. Mais parfois, le trou, il est plutôt sur un petit monticule. Ouais. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si votre balle, elle va taper sur une pente comme ça, elle va pas descendre. rouler. Elle va repartir en arrière. Donc en gros, il va falloir gérer ça, peut-être mettre du top spin pour qu'elle arrive à finir de monter, ou alors vouloir taper plus loin. Si par exemple, derrière le trou, tout est plat, vous allez peut-être vouloir tomber juste au niveau du trou, avec un fer vachement en cloche, et mettre du backspin pour qu'elle revienne vers le trou. Oui. Ah ouais. Donc il va falloir gérer tout ça, et très vite, parce que si par exemple, vous êtes comme là, vous avez mis votre marqueur aux 3/4 de la puissance, et que quand vous lancez votre coup, en fait, où vous allez devoir appuyer sur les boutons au bon moment, et ben vous vous rendez compte que vous tapez trop loin ou pas assez loin. Et ben il va falloir peut-être mettre plus de backspin ou moins de backspin ou plus de top spin, etc. Et ça, faut aller très vite. Parce que, en fait, à partir du moment... En fait, si je lance le coup, si je fais rien là, ça s'arrête. Par contre... Dès que tu tapes, en fait, ça en fait, commence. dès que je rappuie, et si là je fais rien, et ben là, il va taper complètement à côté. Ah ouais, d'accord. En fait, là, il a foiré son coup. Donc en fait, il faut vraiment être très rapide. C'est pas genre, ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Non. À partir du moment où tu as validé ta puissance de frappe, tu plus le choix. Ah ouais. Tu es obligé de taper. D'accord. Et le plus important, c'est de taper le plus précis possible. En fait, la puissance, si vous loupez votre puissance, c'est moins important. Par contre, si vous loupez votre précision, surtout si c'est un tir un peu technique où vous passez entre les arbres ou vous voulez passer entre les bunkers ou des trucs comme ça, si vraiment vous avez raté, ne serait-ce qu'un petit peu votre... Je peux vous montrer... Si jamais vous ratez un tout petit peu votre... Là, je le mets vraiment en bordure de précision. En fait, vous allez voir, il va... Voilà, le tir, il est tout pourri, quoi. Au lieu d'arriver sur le green, vous voyez, je suis même pas sur le green. Donc, en fait, vraiment, la précision, c'est le plus important. C'est vraiment le truc le plus important. Donc, vous avez plein de choses pour vous aider. Vous avez ce trait qui est hypothétique, là, qui vous montre le parcours de la balle en l'air jusqu'à l'impact au sol. Et ensuite, c'est à vous d'évaluer en fait comment elle va rouler en fonction des traits, des flèches que vous avez qui vous montrent la topologie du terrain. Ah ouais, ça on a compris. Vous allez devoir essayer de prédire en fonction du fer que vous allez utiliser. Sachant que par exemple, si vous prenez
un fer 3, il est beaucoup plus tendu. Donc Ouais, ça veut dire que la balle va beaucoup plus rouler à l'impact qu'un fer 9 qui est beaucoup plus piqué à l'arrivée. Mmh. Donc Ouais, en fait, ouais. c'est à vous de choisir votre fer. À la limite, rajouter un petit peu. Vous voyez là, il me le dit. Il met un. Ah oui, non, mais c'est moi qui l'ai bougé, pardon. Il dit de mettre ça Si en par exemple 17, vous voulez que la il- balle roule un peu moins, vous pouvez par exemple taper un petit peu plus loin. Taper un petit peu plus loin et la mettre en cloche. Ce qui fait que ça va avoir tendance, la cloche, à réduire la distance avant impact. C'est-à-dire qu'elle va atterrir un petit peu plus près que ce que la théorie te dit. Ok. Tout ça en prenant en compte le vent. Oui, parce que là, il y a Parce pas que de vent, là, il hein. n'y en a pas. Là, il n'y a pas de vent. En fait, c'est le petit bout qui est en haut à droite qui te dit la force du vent et la direction. Là, il n'y a pas de vent. Mais en fait, tout ça, il faut prendre en considération le vent. Alors, je vais vous emmener jusqu'au putt parce qu'il y a encore des choses à dire pour le putt. Et donc là, vous avez au putt. Et le putt, c'est le plus dur. Donc le putt, c'est le dernier club que vous avez. C'est ce qui vous permet de faire rouler la balle sur le green jusque dans le trou. Et en fait, dans le putt, donc il n'y a plus le vent. Mais alors, vous avez toutes les flèches qui prennent vraiment tout leur sens. Donc là, on voit que sur ce green-là, entre la balle et le trou, le terrain a tendance à légèrement monter. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir que je tape plus fort que ce qui est préconisé. Parce que sinon, la balle, elle va pas arriver au trou. Ouais, ok. Et parfois, quand vous êtes super loin du trou, ça peut être super dur parce que vous pouvez avoir le terrain qui il penche à droite, puis après il penche à gauche, il monte et puis il descend. Et du coup, il va falloir essayer d'anticiper toute la trajectoire de la balle, parce que la balle, elle est influencée par le terrain. Par exemple, si vous avez un terrain qui penche vers la droite, il va falloir compenser et Aller taper à gauche ou taper sur la balle de plus gauche. à gauche du trou, exactement. Pour que la balle, en fait, en roulant au sol, elle va faire une courbe parce qu'elle est influencée par la pente du terrain. Et elle va faire une courbe et elle va revenir vers la droite et donc potentiellement tomber dans le trou. Mais aussi ça, en fait, c'est hyper dur à jauger. Est-ce que vous allez tomber bien dans le trou ou pas? En fait, des fois, vous loupez votre putt parce que soit vous n'avez pas assez tapé fort, soit vous avez tapé trop fort. Et moi, ça, je trouve que c'est un peu un défaut du jeu. C'est que parfois tu es vraiment super bien dans le trou mais tu as tapé un tout petit peu trop fort et la balle elle saute le trou. En fait, et je trouve qu'il est un peu trop punitif là-dessus. Je comprends que si la balle est trop rapide, elle puisse taper et rebondir de tout, mais ça arrive trop. Je trouve que vraiment ça arrive trop souvent. C'est un peu punitif. Tu penses que si on le compare à la vraie vie, ça sauterait pas? Je sais pas, j'ai jamais joué au golf, mais je trouve que c'est un peu punitif. Ça me paraît un peu punitif parce que quand même le trou il est censé faire 10 cm de diamètre. Quand même en 10 cm, enfin je veux dire une balle de golf elle attend de prendre l'effet de la gravité et de tomber suffisamment pour pas ressortir du trou après quoi. Ouais. Et aussi donc vous avez 3 types de putters, vous avez le putter court comme j'ai là, donc ça vous voyez en bas à gauche, et vous avez le moyen et vous avez le long. Alors le long franchement je l'utilise jamais, il peut aller jusqu'à 60 mètres je crois, donc un putt de 60 mètres ça ferait vraiment beaucoup. Mais le moyen, ça arrive qu'on en ait besoin parce que le court, il va que jusqu'à 10 mètres. Ouais. Et parfois, on est vraiment trop loin, surtout quand, par exemple, tu es en limite Là, t'es à et qu'en 5 plus, mètres. genre, le terrain, il monte. Là, je suis Ouais. à 5 mètres. Mais parfois, c'est juste pour montrer. Parfois, le truc, il est trop long. Et donc, du coup, admettons que vous vouliez taper à 11 mètres. Donc, le 10 mètres, il est trop court. Ouais. Donc, vous allez passer sur le moyen. Sauf que 11 mètres sur le moyen, c'est un tiers de la jauge. Et en fait... Le problème, c'est que si sur le 10 mètres, vous vous plantez de 10% de la jauge, ça va faire que 1 mètre de différence. Ouais, mais si tu... Par contre, si sur la même jauge, en fait, c'est la même jauge. Sur et le en moyen, fait, c'est la même distance de jauge. 1%, Et en fait, sur 30 mètres, tu te trompes de 10%, bah, tu tombes de 3 mètres, et là, ta balle, elle va beaucoup trop vite. Et elle saute le trou. Donc en fait, vraiment, le putter moyen, le 30 mètres, il devient super chaud à utiliser. Il faut vraiment être hyper loin. Enfin, c'est... Quand tu tombes quand ton putter court, il est pas assez long pour putter, c'est la merde. C'est que t'as 90% de chance de taper à côté, de te louper. Enfin, c'est hyper dur. Même là, voilà, je suis censé être sur le putter court, pardon. Et il y a forte chance que je me foire. Parce qu'en fait, là, on voit que le terrain monte légèrement. Et il y a un truc à prendre en compte, c'est quand il pleut, parce qu'il peut y avoir la pluie, et ben le green devient gras. Et du coup, la balle, elle ralentit encore plus. C'est un enfer à jauger. C'est un enfer à jauger. Ok. Donc là, je vais essayer de le putter correctement. Et en fait, ce qui est trop bien avec ce jeu, ce que j'aime beaucoup, c'est que en fait, 2 parties seront jamais pareilles, principalement grâce au vent. En fait, il y a vraiment des trucs, des parcours qui sont
Ah, c'est bien ça. Il y a des parcours comme ça, là, par exemple, voilà, où il y a des obstacles à éviter, comme des arbres ou des bunkers, donc il va falloir tourner autour. Il y a aussi un truc hyper important que j'ai appris, en fait, à force de jouer, c'est que le premier coup, donc le drive, c'est pas forcément le mieux si vous tapez le plus loin. J'ai très mal formulé C'est ma phrase. stratégique, ouais. Ouais, c'est très Des stratégique. fois, C'est-à-dire il que vaut vous mieux allez être vouloir plus placer près. votre balle. Oui, Ouais. c'est ça. Vous allez vouloir bien placer votre balle par rapport au coup suivant, par rapport à où se trouve le drapeau, par rapport à où se trouvent les obstacles. Et donc, du coup, il va falloir bien observer le terrain et vous dire: ah, je vais plutôt placer ma balle là, donc je vais taper moins fort pour pouvoir prendre le coup suivant avec cet angle-là et essayer d'atterrir par là. Et donc, c'est hyper stratégique. Et bon, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a toujours pas de vent. Mais vous voyez, si par exemple, là, je vais essayer de donner un effet, donc je vais essayer de courber ma balle à gauche. Ouais. Et donc là, tac, elle a pris une courbe à gauche. Et donc, du coup, ça fait revenir ma balle. Du coup, j'essaye de contourner les obstacles, les arbres qui sont des obstacles. Si vous tapez dans les branches, ça freine, en fait. Ça fait tomber la balle au pied de l'arbre et ça peut être vraiment très pénible. Surtout si vous tombez juste en face du tronc. Du coup, vous êtes obligé de faire un coup vraiment en travers pour revenir sur le fairway. Bah oui, Et oui. du coup, vous perdez un coup, quoi. Ouais. Et donc là, on voit que, par exemple, ce green-là, il est un peu plus technique. Ouais. Parce qu'il est vraiment en pente. Ah, faudra le mettre Donc là, il va beaucoup plus falloir à droite. prendre ça. en compte. Il va falloir. Ah là, c'est ça. Il est en pente vers la gauche. Du coup, je vais essayer de mettre mon coup plus vers la droite et prendre en compte que là, je suis sur un fer qui va être quand même plutôt piqué. Donc le mettre. Parce que lui, en fait, Il faut mettre un fer. le jeu, il te faut mettre un place truc plus automatiquement le club qui pense être le mieux pour tomber au plus proche du trou. Mais c'est pas toujours bon de tomber au plus proche du trou parce que ta balle elle roule, donc tu Oui. risques de passer après. Donc en fait, il vaut mieux essayer d'être un petit peu avant et de prendre en compte que la balle va rouler pour essayer d'arriver vraiment le plus proche du trou et d'avoir limite à pousser la balle avec une main. C'est le truc où, Mmh. où Ouais, tu ouais. pousserais avec une Mhm. main et tu te dirais que la balle est tellement proche du trou que je peux faire ce que je veux, quoi. Donc là, j'étais un peu court, j'ai pas tapé assez fort. Mais vous voyez, en fait, j'ai tapé pas si loin que ça de la force que je voulais mettre, mais c'était un petit peu en dessous. Et en fait, là, j'ai pas rebondi sur le green et ça m'a... En fait, le green, il rebondit mieux que le fairway, parce que l'herbe est plus rase sur le green. Et donc, du coup, ça m'a foiré un peu mon truc et je suis pas allé aussi loin que ce que je voulais. Bogey. Bogey. Donc, j'ai fait plus 1 que le Bogey. par. Mais bon, là, j'étais pas dedans. Ah, c'est bien, en plus, ça, c'est un trou en par 3. Donc, comme je disais, les trous en par 3, en fait, vous allez tomber sur le green directement. Donc là, faut vraiment bien calibrer son coup, parce que c'est un birdie assez facile, en fait. Le par 3, c'est presque un cadeau. Donc là, la balle, vous allez voir, quand elle va arriver sur le green, normalement, il va y avoir une petite flamme, et ça matérialise le fait qu'elle va vers l'avant. D'accord. Donc en appuyant sur 2 fois A, je fais un top spin, et si je fais AB, je fais un super top spin. Et si je fais 2 fois B, je fais un backspin. Donc là, hop, Ah oui. voilà, et on a un petit gain de distance. Et puis après, hop, je vais pouvoir putter. Mais est-ce qu'en soi, est-ce qu'on regarde pas quelqu'un qui joue aux jeux vidéo? Qui joue, ouais, c'est ça. Non mais voilà, ce qui est bien, c'est que c'est un super... je vais arrêter là. Mais c'est un super jeu, c'est très stratégique. Deux parties seront vraiment pas les mêmes. Puis il y a vraiment des... Alors il y a différents modes de jeu dans ce jeu-là, c'est pas mal. Il y a un mode anneau, il faut passer dans des anneaux. Donc c'est aussi très technique parce qu'en fait, les anneaux, ils sont pas placés au hasard. Et du coup, il faut essayer de dire, il faut d'abord que je passe dans cet anneau-là, puis cet anneau-là. Ou alors, il faut que d'abord je fasse un coup comme ça pour prendre cet anneau-là dans cette direction-là et après pouvoir taper comme ça. Donc c'est vraiment technique et il faut faire au moins un par. C'est-à-dire que si tu fais pas un par, t'as perdu et tu recommences le terrain. Tac. Et donc dans les tournois, il y a le dernier tournoi là, qui est le tournoi de Bowser. Et qui a des parcours vraiment techniques. Où il va falloir passer sous des arcades, dans des... Donc là, vous voyez le terrain, en fait, il fait un U. Donc en fait, il faut aller jusqu'à l'autre bout pour revenir en haut. En par 4, vache. Il fait vraiment un U qui monte. En fait, il fait comme une épingle en montagne. Tu peux pas tricher en tapant sur le haut de l'arche. À gauche, là, directement, sur la montagne. Tu tapes sur le haut de l'arche pour essayer de la faire rebondir. Ouais, elle pourrait rebondir, mais là, vous voyez, c'est beaucoup Ah, c'est trop. trop, C'est trop. C'est fait exprès. Donc là, en fait, vous voyez, il faut vraiment aller. Donc, faut faire gaffe que je tape pas dans l'arche de Bowser là. En sachant Donc, que t'as du vent là-haut. ce que je peux faire là, en fait,
je dois passer sous cette arche et ma balle risque de taper dans l'arche de Bowser. Donc ce que je peux faire, c'est... Bon, je vais regarder à peu près où je vais tomber. Ce que je peux faire déjà, c'est raccourcir un petit peu mon tir. Comme ça, elle va passer plus bas. Et si vraiment ce sera encore trop limite, je pourrais taper la balle en haut comme ça pour que la courbe soit plus tendue. Et du coup, elle ait moins tendance à monter, moins faire une cloche. Et du coup, elle passerait dessous. D'accord. Et en fait, vous voyez, il y a des zones où il y a sur le fairway, il y a des zones qui sont plus vert foncé. Et ça, c'est des fairways rapides. Et ça, c'est des vraies saloperies parce que la balle, elle rebondit plus fort et elle va plus vite. Et donc, du coup, ça peut vraiment t'emmener trop loin. Donc, en fait, c'est aussi un peu technique. Et là, je suis dans le bunker. Donc, en gros, je suis dans la merde. Un autre défaut du jeu, tiens, je vais le dire. Ça m'énerve parce que dans Mario Golf 64, c'était mieux fait. Quand vous tapez la balle et qu'elle roule, au contraire qu'elle roule pas, qu'elle vole en l'air, et ben ils ont mis des angles de caméra à la con, ce qui fait que tu n'arrives pas à suivre la trajectoire de ta balle. Ils te mettent des angles de caméra depuis le sol ou depuis un côté. En fait, ils ont essayé de faire un truc cinématique. Sauf que toi, tu aimerais suivre ta balle pour voir, par exemple, quand tu as tapé ta balle un peu en bas et un peu à droite, donc pas au centre de la balle, mais tu as essayé de lui mettre un petit peu un effet. Et ben t'aimerais voir quelle trajectoire ça fait pour la prochaine fois dire ah bah non c'était trop ou c'était pas assez. Et ben là en fait du coup tu vois pas ce qui se passe, t'as des angles de caméra à la con, tu vois juste à peine où ta balle elle rebondit et des fois même ça tu vois pas bien. Et vraiment ça c'est nul, ils auraient mieux fait. Déjà je suis allé voir dans toutes les options, il n'y a pas moyen de régler ça, on peut pas dire fixe la caméra, suit la balle quoi. Je veux juste la caméra qui suit la balle. On peut pas. Du coup, ça c'est c'est le seul côté vraiment nul du jeu que j'ai trouvé, c'est que les angles de caméra sont un peu à chier. Vous voyez, il y a des trucs comme ça, il y a des parcours qui sont vraiment très techniques où en fait il faut emmener sa balle sur des petits îlots en fait, c'est très découpé, le parcours de golf il est très découpé. Et en fait vous allez d'îlot en îlot, ça devient vraiment hyper technique où il faut arriver à faire tomber sa balle bien sur l'îlot. Et à pas trop la faire rouler pour pas qu'elle tombe dans l'eau. Et donc il y a vraiment des challenges un peu cool. Et franchement, Mario Golf Tour Tour, il est pas mal. Vous pouvez y jouer si vous n'avez pas de GameCube et si vous n'avez pas le jeu sur Dolphin. Donc c'est l'émulateur que j'utilise pour montrer à mes camarades. Et télécharger Mario Golf pour Dolphin, ça marche très très bien. Ok, parfait. Bah, merci bien pour cette présentation. Ah mais c'est clair, merci, ouais, ça a l'air d'être fun. Ouais, moi je m'amuse. Je passe des vraiment bons moments, je suis là, machin. Alors j'avoue un petit truc. Là, je vous ai montré que j'ai débloqué pas mal de personnages, il m'en manque plus qu'un. Je les ai quasiment tous débloqués sans save state. Parce que j'ai joué sur la vraie GameCube, donc sur la GameCube, j'avais pas de save state. Et j'ai débloqué pas mal, toutes les coupes, je les ai quasiment débloquées sans save state, sauf la coupe de Bowser. Pour la finir, j'ai utilisé save state, parce que j'aurais pu le faire sans, mais en fait, il aurait fallu recommencer, et j'ai pas le temps. Donc du coup, pour débloquer un peu et avancer un peu dans le jeu, j'ai utilisé, à partir d'un moment, j'ai utilisé les save states, mais vraiment pour débloquer pour pas débloquer les personnages, mais j'ai compris, pour finir, pour avancer. En fait, pour améliorer les personnages, que vous avez une douzaine de personnages qui sont disponibles au début, et en fait, vous pouvez les passer en personnages étoiles, et en fait, ça les améliore. Et notamment au niveau de la distance de drive, et donc du coup, ça, je les ai tous débloqués sans... Je les ai tous passés en mode étoile sans le save state. Et puis aussi, du coup, toutes les coupes, je les ai faites, les coupes standards, je les ai faites à part la dernière de Bowser, sans les save state. Et puis là, j'avance un peu, mais j'avance avec les save states, parce que ça commence vraiment à devenir technique. Et en fait, la plupart du temps, j'ai pas besoin... En fait, je mets des save states par sécurité. Mais genre, dans 80% des cas, j'arrive à pas mal me dépatouiller. Mais c'est pour les 20% des cas où je me foire. Et en fait, ça te fait tout recommencer alors que tu loupes pas tant de coups que ça. Du coup, c'est trop... T'inquiète pas de souci. Non, mais je m'en fous, c'est juste... au bout d'un moment, en fait, quand je commence à trop recommencer, j'ai passé en save state. Et ben voilà, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous aurez appris certaines choses et que ça vous donnera envie de jouer ou d'aller voir de l'e-sport. Sur Mario Golf. Merci à tous. Oui, un dernier truc sur Mario golf. Golf, c'est que ce qui est trop cool, c'est que c'est un jeu avec lequel vous pouvez jouer à une seule manette. Parce que comme vous jouez chacun votre tour, vous pouvez avoir chacun votre manette ou alors sélectionner 2 personnages sur une manette et vous passez la manette. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ouais. C'est le bon côté, ouais. Et ben merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci et à puis, tous. Nous, on vous dit à très bientôt
Et Ciao, à très ciao, bientôt. ciao. Salut. Ciao. Ciao. J'adore l'ail.